Notre invité est honorable Thierry Tama. Il est le président du NET. Il est député à l'Assemblée nationale du Togo. Avec lui, nous allons parler de son parti politique et de la concertation nationale entre acteurs politiques. Sénap, le verre nettement moitié plein. Honorable, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. C'est toujours un plaisir partagé d'être sur ce plateau aussi. Honorable, comment va votre parti politique, le NET? Vous savez, nous suivons dans une situation particulière liée à l'état d'urgence sanitaire. Les activités qui, la plupart du temps, imposent des regroupements sont quasiment suspendues. Donc, sur le plan de l'activité liée au parti, je pense que nous avons réduit un certain nombre d'activités. Mais Dieu merci, aujourd'hui, les médias sociaux nous permettent de conserver quand même certains liens avec nos militants sur le terrain. Mais au même moment, nous avons continué à faire ce que nous savons faire, c'est-à-dire informer, former et éduquer. Comment cette formation, l'éducation également, comment tout ça là se fait par le biais des réseaux sociaux? Non, vous savez qu'aujourd'hui, il y a, sans forcément faire la publicité à cette application, il y a WhatsApp qui est un super outil qui permet par exemple de créer des groupes dans lesquels on partage l'information. C'est ce qu'on fait quasiment partout. Donc, ces médias sociaux-là qui permettent de se regrouper, d'avoir des rassemblements virtuels, nous permettent aujourd'hui de pouvoir s'adresser à l'ensemble de nos militants, l'ensemble des personnes qui travaillent avec nous, sans forcément nous déplacer. Et puis, comme les informations aussi restent dans ces groupes, donc, même si quelqu'un n'est pas là au moment où vous êtes en train de vous exprimer, il arrive plus tard, il a accès à ces informations. Et puis, il n'en reste pas moins qu'à travers nos compte personnel, moi j'ai une page Facebook qui est très suivie, autour de 18 000 abonnés, et 78 000 abonnés. Donc du coup, à travers tous ces supports-là, on arrive à rester en contact avec nos militants, nos concitoyens aussi. Parce que quand vous êtes un parti politique, vous ne vous adressez pas qu'à vos militants, vous vous adressez à vos concitoyens. Donc nous continuons le travail. Et le troisième échelon, c'est que nous sommes à l'Assemblée nationale. Comme vous l'avez dit, je suis député à l'Assemblée nationale, président d'un groupe parlementaire. Et le NET s'est fixé pour objectif d'être peut-être le champion de la redevabilité. Donc, il ne se passe pas de vote qui soit voté à l'Assemblée nationale sans qu'on nous revienne expliquer à nos compatriotes et aussi à nos militants qu'est-ce que cette loi, qu'est-ce qu'elle implique et quel est l'intérêt pour la population de l'adoption de cette loi. Alors, on va parler de la concertation nationale entre acteurs politiques qui a rendu ses conclusions. Les conclusions divisent, honorable. Ben, c'est pas qu'elles divisent, parce qu'il y avait quasiment toute la classe politique qui était. Il y avait 21 partis qui ont été invités sur la base d'un critère objectif, à savoir des partis qui ont pris part à au moins une des 3 dernières élections au Togo, présidentielles, locales et législatives. Donc ça veut dire que c'est les partis qui animent la vie politique au Togo. Et sur l'ensemble de ces 21 partis, il y en a 4 qui sont partis, qui appartiennent à ce que nous appelons la DMK. Oui. Il y a le cas qui est parti. Ça, c'est les 5 formations politiques qui sont officiellement parties. Et nous avons donc, sur 21, si vous avez 16 partis qui travaillent et rendent un résultat, je ne sais pas qui est-ce que ça divise, peut-être, bon, d'autres personnes, mais là, je ne sais pas qui d'autres ça divise en dehors de ces formations-là qui sont représentatives de la classe politique. Avant de parler même des conclusions ou bien des travaux, comment le NET a reçu cette proposition? On ne l'a pas reçu, on l'a conçu. Oui. Donc on n'a pas reçu, on l'a conçu du début à la fin. Nous, on avait deux niveaux d'implication parce que, comme vous l'avez présenté, cette rencontre-là a eu lieu à 2 niveaux. Il y a l'organe, les délibérants, qui est donc la CNAP, avec les 17 partis, et vous avez l'organe de réflexion qui est le comité d'appui. Et le comité d'appui donc prenait l'ensemble des propositions des partis politiques, les travaillait, faisait un travail de fond, après venait les exposer à la CNAP. Et moi, nous avons eu en tant que président du groupe parlementaire l'avantage d'appartenir et à la CNAP, parce que nous étions quand même membres de la CNAP, et au comité d'appui où il n'y avait que cette formation politique. Oui. Donc du début, quand on vous a fait le compte rendu, on vous a dit 17 rencontres du comité d'appui, 11 rencontres de la CNAP. Donc, sur les 28 rencontres, nous, on a été présents et moi, je n'ai pas raté une seule rencontre du comité d'appui. J'ai raté une rencontre du CNAP, mais bon, la plupart du temps, c'était que pour entériner ce que nous avions déjà adopté au niveau du comité de suivi. Donc, non, nous n'avons pas reçu. Nous avons, vous, peut-être, les médias l'avez reçu, c'est normal. Peut-être les formations qui n'étaient pas là l'ont reçu, mais nous, on n'a pas reçu. Nous, on l'a conçu du début à la fin. Et la restitution a été fidèle
par rapport à ce qu'on a conçu durant les 6 mois de travail. Et les travaux, justement, comment ils se sont déroulés? Il y a eu des moments chauds, c'est normal, nous sommes des politiciens. Comment ils sont chauds? Mais non, mais il y a des moments où on s'est heurté. Entendu, vous savez, la méthodologie était très simple. On a demandé à chaque formation politique de présenter ses propositions. Donc il y en a qui l'ont présenté sur 2 feuilles, d'autres sur un cahier entier, machin truc. Donc on a pris tous ces points et on les a regroupés. Les questions qui concernent la Constitution, on les met au niveau de la Constitution. Les questions qui concernent le cadre électoral, on les met dedans. Et puis, on a fait une synthèse pour faire ressortir les différents points. Et nous avons étudié donc l'ensemble de ces points. Aujourd'hui, aucune formation politique qui a envoyé cette proposition ne peut vous dire « Ah oui, mais moi, mon père n'a pas été étudié ». Tous les points, c'est nous peut-être qui pouvons dire certains points n'ont pas été étudiés parce que nous avons insisté, par exemple, sur le problème des enseignants volontaires. Oui. On ne l'a pas abordé en disant ça, c'est un problème sectoriel. Mais sur l'ensemble des points, les points ont été étudiés. Donc, sur cette base-là, il suffit tout simplement de se dire, tous les points étant été étudiés, il est évident que quand on arrive sur un point qui tient à cœur à un parti et qui ne fait pas, par exemple, l'objet d'un consensus, les discussions peuvent monter. Et puis, je vous rappelle quand même que nous étions dans une discussion majorité-opposition. Donc, il y a des points sur lesquels l'opposition n'était pas d'accord et il y a des points sur lesquels la majorité n'était pas d'accord. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble des échanges ont été empreints d'un climat de cordialité et de respect mutuel. Chaque fois qu'on n'était pas d'accord, personne n'a jamais quitté la table, personne n'a jamais invectivé l'autre. On exprime nos positions divergentes. Et puis, nous avions quand même une méthodologie qui était très simple. Les points qui font l'objet d'un accord sont logés dans la case A. Les points qui ne font pas l'objet d'un accord, mais qui peuvent avoir les oppositions évoluées, sont logés dans la case B. Et les points qui ne font pas l'objet d'accord du tout sont logés dans la case C. Donc, du coup, quand il y a un point qui ne fait pas l'objet d'accord, il est logé dans la case C. Pourquoi quitter la table si le point qui ne fait pas l'objet d'accord est logé quelque part? Donc, alors, on n'a pas eu de départ de la salle. Honorable, pensez-vous réellement que ce dialogue entre acteurs politiques a été une pure réussite et cela va empêcher finalement ce cycle infernal de contestation? Non, on ne peut pas dire que c'est une réussite. Là, c'est la première étape. Il y a la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, je rappelle quand même que nous avons touché au moins 5 grands points. C'est le cadre électoral, la Constitution, la charte des partis, les manifestations publiques, le statut de l'opposition, les mesures d'apaisement. Ça fait 6 gros points. Et ces 6 gros points-là, il y en a, la majeure partie, 80%, feront l'objet de révision de textes législatifs. Donc ça va passer par l'Assemblée. Et certains sujets sont réglementaires. Donc, du coup, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a fait un travail extraordinaire. C'est uniquement peut-être dans une année ou deux, quand on verra la célérité avec laquelle on aurait mis les mesures et comment on les respecte. Le gros problème qu'on a au Togo, ce n'est pas les textes. On a de très bons textes, c'est qu'on ne les respecte pas. On les crée, on les met dans les tiroirs et puis on fait autre chose. Et je peux vous dire que ce n'est pas uniquement les recommandations de la Sénat, mais il y a beaucoup d'autres points. Nous, on vote les lois tout le temps. Parfois, on fait même... il y a des lois qu'on a votées en 2019 et qui, jusqu'à ce jour, n'ont même pas encore connu un début d'exécution. Donc, nous ne pouvons pas dire que c'est parfait, que ça va régler le problème. Deuxième élément, c'est que les contestations politiques sont quasiment inévitables. Parce que ça dépend de la bonne foi des candidats, ça dépend de la transparence du processus et ça dépend de même des promesses engagées par les candidats. Vous imaginez que les États-Unis, qui sont quand même présentés comme une des grandes démocraties, il y a eu de la contestation politique. Oui. C'est là où quelqu'un peut dire que mais si on conteste aux États-Unis, nous on est qui ici, on ne peut pas contester. Oui. Voilà, donc la contestation politique, il faut reconnaître que souvent nous les hommes politiques, nous sommes rarement de bonne foi. Et que parfois la contestation politique permet juste de rassurer nos militants en disant « Bon, je dis qu'on m'a volé mon visa, que je n'ai pas gagné, mais je le dis comme ça pour rassurer mes militants. » Ils vont dire « Ah, on nous a volé encore. » Il y a une sorte de victimisation parfois derrière la contestation politique. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que aujourd'hui, nous avons produit un travail. Nous allons le suivre. Il est question aujourd'hui de mettre en place un cadre permanent pour pouvoir suivre les réformes. Donc on va le suivre et puis on va voir ce que ça donne. Donc on peut dire au moins sur ce qui a été porté sur les fonds baptismaux que c'est une satisfaction pour vous, une avancée pour vous personnellement et pour votre parti. Une avancée, oui, mais une satisfaction, la satisfaction aurait été totale si tous nos points avaient été pris en compte. J'ai dit nous sommes autour de entre 75 et 80% de points qui ont été pris en compte. Certains n'ont pas été pris en compte. Je prends un exemple. Nous, on ne voulait pas qu'on change la composition de la CENI. Et on l'a changé. Donc, par exemple, ça, c'est un sujet sur lequel on peut dire que nous, on n'est pas content. Ouais. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que c'est une satisfaction totale, mais nous pensons que ça constitue une avancée. Et le contexte dans lequel les gens ont travaillé, si on continue à travailler comme ça, je pense que oui, on va se réconcilier. Maintenant, après,
pour certains, la vraie réconciliation vient le jour où on a fait l'alternance politique. Donc il est évident que dans chaque fois qu'il n'y aura pas d'alternance politique, on ne pourra pas considérer qu'il y a une avancée. Nous, on considère aussi qu'aujourd'hui, dans notre pays, l'alternance politique est quelque chose qui est de très souhaitable pour ne serait-ce que voir comment est-ce que les énergies se mettent en place quand il y a une autre formation politique qui est à la tête. Mais je rappelle que dans le cadre de la démocratie, l'alternance politique n'est pas une obligation. Elle est un choix des peuples. Et aujourd'hui, il nous revient à nous de l'opposition de faire en sorte que le choix de peuple irrévocable et transparent puisse permettre à la fin d'une élection non seulement de gagner, mais d'être en mesure de prouver qu'on a gagné. Ce qui nous manque souvent, ce n'est pas la question de la victoire, parce que tout le monde peut se lever pour dire j'ai gagné. Mais c'est la capacité à démontrer qu'on a gagné par des preuves irréfutables. C'est souvent ce qui est difficile. Et je peux dire que c'est en partie le travail que nous avons fait au niveau de la Sénat, c'est de faire en sorte que le processus électoral soit plus transparent, plus inclusif et plus traçable. C'est ce que nous avons fait et on verra au résultat. Et pour vous, il y a gain de cause. On verra sur tous les points que on verra au vous avez résultat. cités Aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est que nous avons fait un bon travail qui a consacré des avancées importantes. Maintenant, si vous voyez, sur beaucoup de points, nous disons, on mettra en œuvre lors des prochaines élections régionales. Par exemple, la question de l'authentification, on a discuté longtemps, on a dit, bon, autrefois on faisait avec les vignettes, les hologrammes. D'autres personnes ont dit, on n'a qu'à faire avec les doubles signatures. Chaque proposition avait son avantage et son inconvénient. On a dit, OK, pour mieux mesurer la mise en œuvre de ça, on va l'expérimenter aux élections régionales. Si on se rend compte que ça crée plus de problèmes, ben, on revient à l'initial. Si on considère que ça règle beaucoup de problèmes et que sur le fond, on ne fait même plus quasiment recours aux hologrammes, ben, on fait la double signature. Donc il y a beaucoup de mesures comme ça, même l'identification biométrique dans les bureaux de vote. C'est-à-dire que, moi je l'ai vu en Côte d'Ivoire, quand vous rentrez au lieu, quand on vous regarde tout simplement, et là, pour dire c'est vous parce que vous présentez votre carte d'électeur, et quand on le fait, on dit, mais finalement, quelle est l'utilité des empreintes digitales? Donc, au lieu qu'on vous regarde uniquement, on vous donne un petit appareil, vous mettez votre doigt, le doigt est identifié, on dit, ah, c'est lui réellement, parce que votre photo sort sur le logiciel. On l'a proposé, et on a dit, OK, on sait que la mise en œuvre est compliquée, mais on va l'expérimenter dans un certain nombre de bureaux de vote, un échantillonnage de bureaux de vote, pour voir la faisabilité, et si ça marche, on va le déployer. Donc, il y a des solutions qui ont été proposées, comme je l'ai dit, pour améliorer la traçabilité et la transparence. On verra à l'usage. Si c'est bon, on avance. Si c'est pas bon, voilà. Mais il faut que tout le monde participe. C'est-à-dire que si vous commencez à créer arroz sur le baudet, avant de commencer à mettre en exécution des propositions qui parfois même viennent de vous, ben, ça pose un problème. Alors, honorable, on peut remarquer aujourd'hui que l'opposition togolaise est divisée, surtout sur ce Sénat. Qu'est-ce qui vous divise tant, puisque vous faites partie de l'opposition? La question, c'est que qu'est-ce qu'on appelle la division? Je l'ai dit tout à l'heure que nous avons les partis membres de la DMK qui ont dit qu'il n'y a pas d'autre discussion possible tant qu'on ne finalise pas le contentieux électoral de 2020. Donc, à la limite, j'ai vu Mme Adiangbo qui a dit ce non-événement. L'événement le plus important, c'est le sujet des élections présidentielles de 2020. Nous avons nos amis du CAR qui sont partis en trouvant que le cadre n'était pas intéressant, qui, à mon sens, jusqu'à ce jour, ne se prononcent pas. Nous avons nos amis, parce que vous savez, moi j'aime bien appeler le nom, il faut appeler chat par un chat. Nous avons nos amis de l'ANC qui ont participé aux discussions qui concernent le cadre électoral entièrement, où nous avons pris en compte l'ensemble, je ne dis pas que nous avons pris en compte que les propositions de l'ANC, mais nous avons pris en compte les propositions de toutes les formations politiques, et nous les avons adoptées au fur et à mesure. Donc, tout ce qui concerne le cadre électoral, nous l'avons fait en présence de tous les représentants de l'ANC. Les discussions sur lesquelles nos amis de l'ANC n'étaient pas là, c'est concernant les mesures d'apaisement, c'est les 2 derniers jours. Les mesures d'apaisement et le statut de l'opposition, y compris la charte des partis politiques. C'est les 3 points sur lesquels on les a évacués en 2 jours. Donc, aujourd'hui, nos amis, par exemple, de l'ANC disent qu'il y a des points sur lesquels nous, on n'était pas d'accord. Mais les amis, si je veux, je peux sortir les points sur lesquels moi, je n'étais pas d'accord. Mais est-ce que le fait de dire que, par exemple, sur la composition de la CENI, je n'étais pas d'accord, mais que nous avons adopté comme mode de décision le consensus, je ne suis pas d'accord, mais je considère que, bon, si les autres sont d'accord, on peut avancer. C'est comme ça qu'on a fait pour tout. Que pour vous, le jour où nous avons voté, par exemple, les questions, par exemple, de la composition de la CENI, 7-7, nos amis, par exemple, de l'ANC étaient là. Ils ont dit, pas de commentaires.
il n'y a pas eu d'opposition, parce que s'il y avait eu d'opposition, on se serait retrouvé dans la case numéro 3. Et donc, on serait actuellement en train d'utiliser l'ancienne version du mode du code électoral. C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est-à-dire que quand vous entendez que la décision doit se faire sur la base du consensus, hypothèse numéro 1, vous opposez, et là, il n'y a pas de consensus. Mais si par exemple vous dites non, non, pas de commentaire, ben, vous tombez sur le consensus. Donc, c'est pour ça que quand vous dites ça divise l'opposition, on dit, mais dites-moi les points sur lesquels ça divise l'opposition. Ça dit que certains ne sont pas d'accord. Mais oui, mais le problème, c'est que si tu es dans une salle et qu'on décide de quelque chose, et que tu ne t'y opposes pas fermement, et que tu dis, par exemple, pas de commentaire, et on dit que ça, c'est accepté, et après tu sors, tu dis, tu n'es pas d'accord, ben, dans hypothèse numéro 1, tu n'y vas pas. Aujourd'hui, si les partis membres de la DMK disent qu'ils ne sont pas d'accord, ils ont pleinement raison. Si aujourd'hui, le cas dit qu'ils ne sont pas d'accord, ils ont pleinement d'accord. Mais des gens qui ont participé jusqu'à un certain niveau et qui ont accepté le principe du consensus sur, par exemple, les questions liées au cadre électoral et qui demain disent qu'ils ne sont pas d'accord. Bon, maintenant, après, vous savez, je n'ai pas vocation à commenter les manœuvres politiques des formations politiques. Chacun a sa stratégie. Mais après, il faut aussi reconnaître que quelque part, ça dénote d'une mauvaise foi. Parce que nous, par exemple, au niveau du règlement intérieur de la CNAP disait, la CNAP est dirigée par 2 présidents. Le président du groupe parlementaire UNIR et le président du groupe parlementaire FC. Le rapporteur, représentant du gouvernement, n'était que rapporteur. Nous, on a appris qu'il y a un courrier, on n'a pas vu le contenu du courrier. Nous, on a appris qu'il y a un courrier qui a été adressé au ministre de l'administration territoriale. Ce n'était pas la CNAP que le courrier a été adopté, parce que le règlement intérieur de la CNAP ne mettait pas le ministre de l'administration territoriale comme président de la CNAP. Il y avait un double présidentiel. Donc nous, aujourd'hui, nous n'avons pas été notifiés du départ de qui que ce soit jusqu'au 13 juillet, puisque le règlement intérieur aussi avait pris la date, ça faisait 6 mois. Jusqu'aux 6 mois, nous sommes partis. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des réunions où des personnes ont été absentes? Ben, absentes, oui. On a eu des réunions du comité d'appui où il y a des gens qui n'étaient pas là. On a eu des réunions du CNAP où il y a des gens qui n'étaient pas là. Mais ne pas être là ne veut pas dire qu'on a quitté. C'est ça, vous savez, moi je ne parle pas bien Mina, mais c'est-à-dire que quand tu dis oui là, c'est que tu es là. Si tu dis non, tu n'es pas là. Mais on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors, ou bien faire une chose et son contraire. Ça là, c'est pas bon. Alors, on sent que vous êtes direct, honorable. Est-ce qu'au sein même de la concertation, certains partis politiques ont été privilégiés? Je m'explique. Est-ce qu'on a eu d'autres réunions avec certains partis politiques, c'est-à-dire le facilitateur principal et certains groupuscules? Non, je sais que par correction, le ministre Perdon nous a toujours fait un compte rendu au niveau du CNAP des personnes qui ont souhaité le rencontrer. Et il n'y a que le président de l'ANC qui a souhaité le rencontrer en aparté pour lui faire comprendre sa vision de certaines choses. Nous, à partir du moment où nous sommes dans le CNAP, et que le CNAP, c'est la concertation, on a dit concertation nationale des acteurs politiques. Donc, si vous avez des grèves, vous les mettez dedans. En fait, le gros problème, c'est que certaines formations politiques considèrent qu'elles ont plus de droits que d'autres. Mais la seule façon d'avoir ces droits-là, c'est lors des élections. C'est tout. C'est-à-dire qu'en dehors de ça, il n'y a pas d'autre chose. Lors des élections, et pour le moment, malheureusement, nous prenons cher avec UNIR. Pour le moment, ben, si un jour ça change, tant mieux. Mais pour le moment, nous prenons cher. Quand on prend toutes les élections, que ce soit les présidentielles, surtout les législatives, où tout le monde était là, et on a vraiment pris cher, la bérésina complète. Donc voilà, il faut reconnaître. Et puis je pense qu'au lieu de passer son temps à se taper dans les pieds, moi c'est fatigant cette histoire. Allons à la conquête de l'électorat. Bon, maintenant, après, c'est qu'on n'a pas l'argent. C'est autre chose. Vous êtes un parti d'opposition. Quels sont vos rapports avec les autres partis d'opposition? Cordiaux, cordiaux. Moi, honnêtement, même là, par exemple, je suis en train de parler, les gens vont dire que j'ai tellement un problème avec l'ANC. Non. Même souvent, je dis souvent que le président de l'ANC est l'un des rares présidents à qui, dès que je lui envoie un SMS, il me répond dans la journée. Chaque fois que c'est un aîné. Donc, chaque fois que j'ai souhaité le rencontrer, honnêtement, il y a des gens qui te snobent un peu, mais le président de l'ANC, chaque fois que j'ai souhaité le rencontrer, même à des moments où nos réalisations ne sont pas au beau fixe, il a toujours fait preuve de ce fair play là. Donc non, moi j'ai pas de problème, je rencontre toutes les formations politiques. Tout le monde sait que je suis une tête brûlée, tout le monde sait que je suis très indépendant, comme je le montre dans cette émission là, que je n'ai pas ma langue dans ma poche. Mais après, chaque politicien a sa caractéristique et sa particularité. Mais ça se passe plutôt bien. Et ces relations, même je vais dire, ont été renforcées même lors du CNAP, parce que, vous savez, on dit beaucoup de choses sur, par exemple, nous qui avons été aux élections en 2018, béquille du pouvoir, machin. Ouais, c'est la question. Bah oui, mais les gens étaient surpris. Béquille du pouvoir, pilion du pouvoir. Mais les gens étaient surpris de se rendre compte que pendant les discussions, que parfois on était même on allait même plus loin que certains partis qui se disent opposants ont tort.
Comme on le dit. C'est-à-dire que les gens ont été surpris. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens, la personne te regarde comme ça, ah bon, ben, il dit ça. Non, nous sommes des centristes. Quand c'est bon du côté du pouvoir, on dit c'est bon. Ça ne nous coûte rien. Parce que le jour où on va être là-bas, là, quand c'est bon aussi, donc on dit qu'on fait bien. Quand nos amis, certains amis de l'opposition font c'est mauvais, là, on dit c'est mauvais. Ça, nous sommes des centristes, on l'assume. Je dis souvent que les centristes ont souvent très peu de chances de gagner le pouvoir parce qu'ils font moitié-moitié. Mais c'est eux, sans eux, les choses ne vont pas parce qu'ils sont ceux qui arrivent à arrondir les angles. Et ça, on l'a démontré même lors des échanges. Parfois, quand c'est très dur, c'est nous qui arrivions à proposer parfois une position médiane en disant, bon, écoutez les gars, vous avez raison, faisons ça. Et comme c'est nous, à la limite, on dit, bon, ça nous évite de dire qu'on a donné raison à l'autre. Ah bon, ok, d'accord, on va faire ça. Donc c'est notre principe. Nous sommes des catalyseurs. Voilà. Pour ceux qui ont fait la chimie, là, nous sommes des catalyseurs. Nous acceptons ce rôle. Mais bon, maintenant, après, le problème, c'est qu'au Togo, quand tu ne dis pas que 50 ans, c'est trop, qu'une famille a fait quelque chose, quand tu fais une émission comme ça, là, et que tu n'insultes pas Fouania Singbe ou Unir, c'est que tu es dans la mangeoire, quoi. Mais honnêtement, moi, ça m'en touche une sans faire bouger. Je ne me définis pas par rapport à mes opinions politiques, je me définis par rapport à ma philosophie personnelle. C'est tout. Hein, la politique, on fait un matin, on quitte, on a combien de personnes on a vu, ils ont quitté la politique. Voilà. Donc moi, que quelqu'un dise que je suis à la mangeoire, même un jour... Vous confirmez, vous n'êtes pas trois quarts du parti au pouvoir et un quart de l'opposition. J'entends souvent, bon, en fait, je vais profiter de votre émission. Hein. On dit souvent que moi, je prends l'argent, je suis fort. Pardon, si Fort nous écoute, là, j'ai besoin, quoi. Un peu. C'est maintenant vous parce que non, ça chauffe sur moi ici. Actuellement, là, le pays est dur. Ouais. Hein? Donc, s'il peut écouter, envoyer un peu, bon. Au moins, là, quand on parle, on t'insulte, tu sais que tu as pris quoi. Mais maintenant, on t'insulte, tu n'as rien pris. Lui aussi, là, quand on envoie les jets, et puis on va... Même vous, les journalistes, je vais vous gérer après. Alors, honorable, on dit également que vous êtes très proche hein, de la jeunesse. Oui. Vous l'aviez déjà dit par le truchement des réseaux sociaux et autres, votre programme de société et autres. Non, je pense qu'aujourd'hui, que la jeunesse manque de repères. C'est dans un pays où les seuls repères qui sont visibles, c'est les politiciens, c'est grave. C'est ça le vrai problème. C'est aujourd'hui, tu demandes à un jeune du lycée, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit ministre. Il n'y a même pas de formation pour devenir ministre. Donc aujourd'hui, les jeunes manquent de repères. Et je considère, je l'ai dit tout à l'heure, que j'ai une chance extraordinaire, c'est que je me considère comme jeune de ma tête. J'ai 46 ans, mais je me considère comme jeune de ma tête. Et puis, j'ai la chance du fait que je suis écrivain, j'ai l'écriture facile. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 78 000 fans abonnés sur ma page, mais il y a des publications. Par mois, j'arrive à atteindre quasiment 1 million de personnes. Donc, je me suis rendu compte que que je le veux ou non, un rôle à jouer. Donc, je joue le rôle de grand frère, tout simplement, en donnant des conseils, en donnant un coup de pouce. Par exemple, actuellement, nous sommes à la 3e édition d'un challenge qui s'appelle Micro Projet Challenge. Nous récompensons des jeunes porteurs de projets à hauteur de 100 000 francs, mais sur fonds propres. Donc voilà, c'est des choses que nous faisons en disant, oui, on peut y arriver. Moi, je suis un afro-optimiste. J'ai fait l'Europe, vous savez, je suis un ancien militaire et tout, mais je pense que ce pays et ce continent du potentiel. Il y a des jeunes qui sont bien, mais il faut juste leur rassurer, parce que tout le monde dit qu'il faut aller en Yovodé. D'abord, il fait froid là-bas, ça c'est un. Et puis, chez Yovodé, là, on a ce qu'on appelle le plafond de verre. Aujourd'hui, un gars comme moi, Jerry Tama, peut quitter l'armée et être président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc avec rang de secrétaire d'État, soit ministre. Si j'étais en France là-bas, là, même être secrétaire d'un député, là, je ne suis même pas sûr que j'aurais eu ce truc-là. Donc le rêve peut se faire dans nos pays. Et aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de dire aux gens, tout est possible. Il faut juste travailler, il faut travailler dur, mais ne rejetons pas le bébé avec l'eau du bain, quoi. On a quand même du positif. Et je suis vraiment dans l'afro-optimisme. J'adore le Togo, j'adore l'Afrique. Les gens vont encore dire que oui, que c'est béquille du pouvoir. On a le plus beau pays du monde. Et le message passe également au niveau de votre circonscription électorale? Ben, vous savez, là, je suis dans une circonscription électorale qui est très peu connue. Si je vous dis tout à l'heure, est-ce que vous connaissez Moreton? Je ne suis pas sûr que vous connaissez. Est-ce que vous connaissez... J'entends parler de Moreton. Voilà. Donc, il y a énormément... beaucoup de personnes, parce que contrairement aux préfectures qui ont leur chef-lieu, qui sont le long de la nationale, Agnès, c'est facile à connaître. Mais Elavagnan, qui est le chef-lieu de l'Est Mono, c'est dans les terres. Donc beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et puis il faut connaître aussi que la réalité fait que je ne peux pas m'appuyer sur, comme je le fais ici, sur un média comme ici, parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont l'antenne et ainsi de suite là-bas. Donc moi, je fais beaucoup plus de contacts terrain. Quasiment par mois, je fais entre 1 et 2 sorties. Je vais sur le terrain. On a mis aujourd'hui, nous sommes à
11 villages qui ont bénéficié de lampadaires solaires. C'est des kits de 5 lampadaires. Nous avons des villages où nous aidons, que ce soit au niveau des fournitures scolaires ou que ce soit au niveau de la réhabilitation des bâtiments scolaires. Et puis là, dans la semaine, je vais partir pour une tournée pour distribuer des ballons, parce que les jeunes, ils adorent jouer, nous sommes en vacances. Donc voilà, nous essayons d'être proches, mais ce n'est pas toujours dans une approche électoraliste. C'est beaucoup plus en se disant, voilà une préfecture qui m'a donné beaucoup de choses, et si je peux lui rendre quelque chose, je le rends. C'est-à-dire que demain, même si je suis plus député de l'Est Mono, je continuerai à faire ce que je fais, quoi, tout simplement. Nous sommes au terme de cet entretien honorable. Ça a été un plaisir de vous avoir. Le plaisir mais partagé. un dernier message peut-être. Non, c'est juste pour dire que le peuple togolais, ceux qui s'intéressent à la politique, il faut nous aider, nous les acteurs politiques, à mettre en œuvre les réformes et à beaucoup plus nous tolérer les uns les autres. Ce qui tue le Togo, c'est l'intolérance les uns vis-à-vis des autres. Et puis après, quand on regarde, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, on a un beau pays. C'est pas le meilleur pays, les gens, le maïs commence à baisser, mais on a quand même les denrées qui coûtent cher. Mais au-delà, c'est que si nous nous acceptons comme nous sommes, je pense que nous avancerons ensemble. Merci à vous, honorable Djeri Tama. On va donc marquer une petite pause, le journal, et on revient après pour la suite.